Il y a de cela environ 40 ans, en 1974, André Gortz publiait dans la revue Le Sauvage un texte célèbre intitulé « Leur écologie est la nôtre ». Le Monde diplomatique a réédité en avril 2010 des extraits de ce texte de Gortz, et on comprend pourquoi. La prescience de Gortz, sa capacité à anticiper l'évolution des liens entre le capitalisme et la nature, est tout simplement stupéfiante. Gortz décrit dès 1974 le monde qui est en passe de devenir le nôtre. Voici ce que dit Gortz. La lutte écologique peut créer des difficultés pour le capitalisme et l'obliger à changer. Mais quand, après avoir longtemps résisté par la force et la ruse, le capitalisme cédera finalement parce que l'impasse écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il a intégré toutes les autres. L'argument de Gortz est simple, le capitalisme est un système résilient, il peut rencontrer des difficultés du fait de la crise écologique, mais il s'adaptera finalement à cette crise comme il s'est adapté à toutes les autres. Pourquoi Gortz dit-il cela? Si le capitalisme a pu exister depuis 3 siècles, c'est parce qu'il a bénéficié d'une nature gratuite, une nature qu'il n'était pas nécessaire de reproduire. Cette nature gratuite, le capitalisme l'a utilisée à la fois comme input et comme output. La nature a constitué une source d'input gratuit pour le capitalisme, car ce système ne cesse, depuis qu'il existe, de capter des ressources naturelles brutes pour les transformer en marchandises. Mais la nature a aussi constitué un output pour le capitalisme, une poubelle globale où déverser les déchets de l'accumulation du capital. Or, avec la crise environnementale, la nature n'exerce plus cette double fonction d'input et output gratuit pour le capitalisme. Certaines ressources naturelles cruciales pour la vie des sociétés modernes, eau, énergie fossile, air non pollué, etc., viennent à manquer, alors que l'entretien ou le nettoyage de l'environnement coûte de plus en plus cher. Par exemple, le coût des pollutions pour les systèmes de santé ne cesse de croître, pesant à la baisse sur le taux de profit. La conclusion qu'en tirent certains est sans appel, le capitalisme n'en a plus pour longtemps, précisément parce qu'il a un besoin impératif de cette nature gratuite. Gortz n'est pas d'accord avec ce raisonnement, pourtant très courant à gauche. Il pense que le capitalisme saura intégrer la contrainte environnementale. Avec la crise écologique, la nature doit être reproduite, tout comme la force de travail, alors qu'elle était jusque-là gratuite. Reproduite signifie que des volumes de capitaux croissants vont devoir être investis pour dépolluer ou pour protéger les populations ou certaines franges de la population des catastrophes naturelles. Ces capitaux mobilisés pour la reproduction de la nature auront 2 effets possibles sur le système. Ou bien le taux de profit baissera, car cette reproduction sera peu rentable, ou alors le prix des marchandises ainsi produites augmentera, de sorte à ce que le profit soit maintenu, ou même qu'il augmente. Cette deuxième éventualité est la plus probable, dit Gortz. L'impératif de reproduction de la nature induira une hausse générale des prix, les marchandises ou infrastructures propres deviendront inaccessibles pour la population, mais elles seront accessibles pour les mieux lotis. Le pouvoir d'achat des plus modestes sera comprimé et les inégalités augmenteront, du fait donc de la crise environnementale. Je cite encore Gortz. La prise en compte des coûts écologiques aura en somme les mêmes effets sociaux et économiques que la crise pétrolière. Et le capitalisme, loin de succomber à la crise, la gérera comme il l'a toujours fait. Des groupes financiers bien placés profiteront des difficultés de groupes rivaux pour les absorber à bas prix et étendre leur mainmise sur l'économie. Le pouvoir central renforcera son contrôle sur la société, des technocrates calculeront des normes optimales de dépollution et de production et édicteront des réglementations. Ce que Gortz ne pouvait qu'imaginer, extrapoler, nous le voyons prendre forme sous nos yeux. Nous assistons à l'heure actuelle à l'adaptation du capitalisme à la crise environnementale. Cette adaptation est de 2 ordres. Le premier réflexe du capitalisme en situation de crise, c'est toujours de marchandiser, en l'occurrence de marchandiser la nature. Cette marchandisation s'opère aujourd'hui, par exemple, par la création de produits financiers branchés sur la nature, sur les catastrophes naturelles ou la biodiversité. Les marchés carbone, les dérivés climatiques, les obligations catastrophes ou encore les banques d'actifs biodiversité comptent parmi ces produits financiers. Mais le capitalisme ne se contente pas de marchandiser la nature, il est plus malin que cela. Contrairement à ce que la gauche imagine souvent, les capitalistes sont tout à fait capables de penser à long terme, en particulier lorsque leurs profits sont en jeu. Plus exactement, dans les situations de crise comme aujourd'hui, les rationalités capitalistes de court et de long terme entrent en conflit, ce dont témoignent les hésitations actuelles des classes dominantes par rapport à la crise climatique. Alors je vous donne un exemple. Vous avez peut-être entendu parler de BlackRock. BlackRock, c'est le plus important gestionnaire d'actifs financiers au monde. Il gère autour de 5 billions d'euros de capitaux. BlackRock a publié en septembre dernier un rapport
dans lequel il est dit que les investisseurs doivent désormais intégrer dans leur stratégie d'investissement le respect de l'environnement par les entreprises dans lesquelles ils investissent. Émissions de gaz à effet de serre, dommages à la biodiversité, consommation d'eau, etc. BlackRock le dit noir sur blanc, il ne faut désormais investir que dans des entreprises qui se posent sérieusement la question du changement climatique et de ses effets sur leur rentabilité. Ces fonds d'investissement ne sont pas, bien sûr, soudain convertis à l'écologie. L'argument de BlackRock, c'est qu'après la COP21, la pression de l'opinion publique et des gouvernements va s'accroître sur les entreprises et la régulation environnementale se faire plus stricte. Ceci implique que les entreprises qui ne prennent pas au sérieux cette dimension vont se trouver en difficulté et seront donc moins profitables pour les investisseurs. Mais ce tournant écologique inattendu de BlackRock est rapidement entré en contradiction avec la nécessité de réaliser des profits ici et maintenant. La presse financière rapporte que quelques mois avant l'apparition de ce rapport, BlackRock a fait échouer le vote d'une résolution écologique pendant l'assemblée annuelle des actionnaires d'ExxonMobil. ExxonMobil, c'est une major du pétrole, c'est la deuxième capitalisation boursière au monde, juste derrière Apple. BlackRock et un autre gestionnaire d'actifs, appelé Vanguard, sont les deux plus gros actionnaires d'Exxon. Ils possèdent ensemble 11% de son capital. Un groupe d'actionnaires éthiques qui détient des actions d'Exxon a soumis au début de l'année à l'Assemblée des actionnaires une résolution demandant à Exxon d'expliciter sa stratégie pour l'après-COP21. Comment, en somme, le conseil d'administration d'Exxon envisage-t-il les effets de cet accord sur ses investissements futurs en matière d'énergie fossile? N'est-il pas temps de réorienter ces investissements vers des énergies renouvelables? Les représentants de BlackRock à l'Assemblée des actionnaires d'Exxon ont voté contre cette résolution. Ils ont voté contre, non pas que Exxon renonce aux énergies fossiles, bien sûr, mais simplement que sa direction s'explique devant ses actionnaires concernant les conséquences de l'accord de Paris sur ses stratégies d'investissement futures. En somme, BlackRock a fait exactement le contraire de ce que préconise son propre rapport. Comment expliquer cette schizophrénie des capitalistes, dont on pourrait donner de nombreux exemples? D'un côté, on publie un document affirmant que les paramètres environnementaux doivent entrer en considération dans les stratégies d'investissement. De l'autre, on s'oppose à une résolution minimaliste invitant la direction d'une major du pétrole à réfléchir à l'après-COP21. Bien sûr, on peut toujours dire que les dirigeants de BlackRock sont des hypocrites ou qu'ils font ce qu'on appelle du greenwashing. Ils disent à l'opinion ce qu'elle veut entendre en matière environnementale, mais à côté, c'est business as usual. Il y a une part de ça peut-être, mais je crois qu'on aurait tort de sous-estimer le fait que les capitalistes se posent réellement des questions aujourd'hui concernant l'attitude à adopter dans le contexte de la crise climatique. Ce qui se passe ici, c'est trois choses, me semble-t-il. D'abord, la logique du court et du long terme sont entrées en conflit. Le capital financier a une tendance congénitale au court-termisme, à chercher un profit immédiat. Les institutions qui permettraient de discipliner ce court-termisme en matière environnementale n'ont pas encore été inventées, et donc le court terme l'a emporté. Mais par le passé, pour se sortir d'autres crises, celle des années 30 par exemple, le capitalisme a parfaitement su se discipliner, ou être discipliné par l'État. Il n'y a pas de raison de penser qu'il en sera incapable cette fois-ci. Mais pour cela, de nouvelles institutions sont nécessaires. En deuxième lieu, le rapport de BlackRock a valeur de signal envoyé aux entreprises. La contrainte environnementale va se faire plus pressante après la COP21. Si vous voulez que nous investissions dans votre entreprise à l'avenir, réfléchissez à ses effets sur votre rentabilité et prenez les mesures qui s'imposent. Sinon, on ne vous confiera pas notre argent. Enfin, ces fonds d'investissement investissent aussi parallèlement dans des secteurs de l'économie qui souffrent directement des effets du changement climatique. Si vous possédez des actions d'un assureur, disons Allianz ou AXA, vous voyez la courbe des dédommagements versés aux assurés monter en flèche depuis plusieurs décennies, du fait de la multiplication des catastrophes naturelles. Vous avez donc un intérêt objectif à ce qu'il y ait moins de catastrophes naturelles, et donc à freiner les émissions de gaz à effet de serre des entreprises dans lesquelles vous investissez par ailleurs. Je reviens à Gortz. Lorsque le capitalisme intégrera la contrainte environnementale, dit Gortz, il le fera dans son propre intérêt, et non dans l'intérêt des populations. Il y a leur écologie, celle des capitalistes, et il y a la nôtre, celle des populations. Mais qu'est-ce qui distingue leur écologie de la nôtre? La réponse de Gortz ici est très stimulante. Elle esquisse un programme de travail politique qu'il nous faudrait élaborer collectivement. Selon Gortz, la devise de la société capitaliste est celle-ci. Ce qui est bon pour tous ne vaut rien. Tu ne seras respectable que si tu as mieux que les autres. À cette devise capitaliste, il faut en opposer une autre, une devise écologiste. Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul mérite d'être produit ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne. Ce qui distingue, selon Gortz, leur écologie de la nôtre,
c'est la conception des besoins humains qui les sous-tendent. Dans la société capitaliste, le choix de ce dont un individu a besoin pour vivre une vie bonne est du ressort de l'individu lui-même. Ceci signifie que c'est en dernière instance le marché qui choisit, car la volonté individuelle ne peut souvent pas grand-chose face à la puissance de persuasion du marché. Or, la logique du marché est celle de la distinction. Je ne suis respectable que si j'ai mieux que les autres. Bien sûr, cette distinction est fallacieuse, puisque le marché promet la même différence ou la même distinction à des millions d'individus, ce qui tend in fine à tout homogénéiser. Pour soustraire nos besoins à la logique du marché, pour rompre avec nos subjectivités consuméristes, il faut lui opposer une force de puissance équivalente. Cette force ne peut être que la délibération collective, la démocratie, une démocratie radicale. À des besoins artificiellement créés par le marché, il faut opposer des besoins collectivement discutés et maîtrisés. Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. À partir de là, il s'agit, et c'est le plus difficile, de se mettre d'accord sur ce qui est bon pour tous. La question que Gortz n'aborde pas et qui devrait nous occuper dans les années à venir, c'est dans quel type de collectif, dans quel conseil citoyen, les besoins bons pour tous et écologiquement durables peuvent-ils être mis en discussion ? On pourrait s'inspirer ici des groupes de parole féministes des années 70. Dans ces groupes, on discutait des aspects les plus intimes de la vie en les mettant en lien avec la politique. Ces groupes permettaient aux femmes de sortir de l'isolement, de discuter de l'oppression dont elles étaient victimes et aussi de prendre conscience de leur force lorsqu'elles s'organisent. S'accorder sur des besoins authentiques, respectueux de l'environnement, pourrait prendre place dans des collectifs du même type. Tout en combattant le consumérisme, ces collectifs pourraient influer sur le type et la quantité de marchandises produites. C'est peut-être l'une des voies futures de la radicalisation de la démocratie et aussi du dépassement du capitalisme. Merci.